Donc bonsoir, rebonsoir à tous. Voilà, Lamtrendu. Donc je suis DPO, je suis aussi responsable d'équipe à la R&D chez Alcuin. Je m'occupe notamment de la sécurité. Et voilà, ce soir j'avais envie de partager avec vous des petites observations qu'on avait eues quand on a voulu renforcer la sécurité du stockage des mots de passe chez nous. Donc c'est pour ça, voilà, algorithme de hachage et sécurité des mots de passe. Donc pour donner un peu le contexte, Alcuin, on est éditeur de logiciels web. Donc on fonctionne avec, de façon assez classique, hein, on a des comptes utilisateurs avec login mot de passe. Et donc pour le stockage de ces mots de passe, les bonnes pratiques en sécurité, c'est bien évidemment de ne pas stocker des mots de passe en clair, mais d'utiliser ce qu'on appelle une fonction de hachage pour avoir la valeur de hash stockée. Afin d'être plus sécurisé. Donc le principe de fonctionnement, c'est assez simple, hein. Vous avez un utilisateur qui rentre son nom d'utilisateur, son mot de passe sur le site web. Le site web, lui, de son côté, il va aller chercher en base de données les données qui correspondent au nom d'utilisateur et la valeur de hash du mot de passe, donc sans jamais utiliser le mot de passe, sans jamais le stocker en base. Pour ceux pour qui ce n'est pas tellement familier, le principe de fonctionnement d'un algorithme de hachage, c'est vous avez une donnée en entrée, donc ça peut être comme ici du texte, ça peut être des images, un fichier, n'importe quoi, et quelle que soit la taille, ça va vous ressortir une valeur de hash derrière, qui est de taille fixe, qui fera toujours la même taille quelle que soit la donnée en entrée, et qui sera différente pour chacune des données en entrée, à peu de choses près, qui vous permet justement d'identifier facilement une donnée avec juste une petite valeur. Ce qui est bien avec les fonctions de hash, c'est que quand vous avez une entrée toute simple, en fait vous ne pouvez pas déduire à partir de la sortie les données en entrée. Donc là vous avez par exemple le petit texte bonjour, ça vous donne une valeur de hash. Si vous changez ne serait-ce que juste une majuscule, ça vous donne une valeur complètement différente. Donc vous ne pouvez pas en déduire quoi que ce soit à partir de cette valeur. Donc c'est pour ça qu'on le stocke en base. On a cette donnée-là. Si jamais on a accès aux données, vous êtes protégé puisqu'on ne peut pas retrouver le mot de passe d'origine. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle on hache les mots de passe. Donc ça vous permet, en cas d'accès non autorisé en lecture à la base de données, vous avez quelqu'un qui, soit il a une copie de sauvegarde de votre base d'une façon ou d'une autre, soit il exploite une faille de sécurité pour obtenir les informations. Il va obtenir le nom d'utilisateur et le mot de passe, et le hash du mot de passe. Et donc avec ça, il ne pourra pas se connecter, donc ça ne lui servira à rien. Une autre raison pour laquelle on a cette sécurité-là, on peut se dire effectivement, mon serveur de base de données, il est sécurisé, il est planqué derrière mon serveur web, ça ne craint rien, mais les bonnes pratiques en matière de sécurité, ça implique d'appliquer le principe de défense en profondeur. Donc c'est d'avoir plusieurs couches de sécurité pour que si jamais il y a l'une d'entre elles qui échoue, qu'il y ait quand même d'autres méthodes de défense. Donc là c'est le cas ici, ça ne permet pas de se protéger complètement, mais couplé à d'autres couches de protection, de sécurité, ça permet d'être plus tranquille. Donc c'était algorithme au pluriel, puisque effectivement vous vous doutez bien qu'il n'y a pas qu'un seul algorithme de hachage qui existe. Il y en a plusieurs, pour différents usages. On a par exemple des algorithmes pour générer des sommes de contrôle de fichiers. Vous avez Git par exemple. Pour ces comparaisons, il va, au lieu de comparer les fichiers un par un, il génère une somme de contrôle. Et puis ensuite, ça permet de comparer plus facilement, de voir si les fichiers sont différents ou non. Et il y en a plusieurs aussi parce que, avec le temps, les algorithmes qui ont été inventés il y a plusieurs décennies
on a eu le temps de trouver des faiblesses dans ces algorithmes. Et donc, voilà, on peut les exploiter plus facilement, on peut calculer les haches plus rapidement, donc ils sont moins sécurisés, et on a besoin régulièrement d'inventer des algorithmes plus poussés pour avoir une meilleure sécurité. Donc, petit retour en arrière intéressant sur l'évolution de la puissance de calcul, puisque le point faible, entre guillemets, des haches, c'est que si l'algorithme est trop simple, vous allez pouvoir calculer très facilement à partir en fait, toutes les possibilités sur les données d'entrée, et puis retrouver du coup la valeur de sortie. Par exemple, voilà, vous récupérez le hash d'un mot de passe, donc, tel quel vous ne pouvez pas vous en servir. Par contre, vous pouvez tester toutes les combinaisons de lettres si vous savez que le mot de passe fait 8 caractères. Vous pouvez tester toutes les combinaisons une par une, en faisant AAA, puis AAB, AAB, AC, pour essayer de retrouver le mot de passe qui va générer le hash qui correspond. Donc ça, pour vous donner un ordre d'idée, je suis revenu 10 ans en arrière. On avait le processeur le plus puissant de l'époque. En 2008, c'était un Core 2 Duo, je crois. Ça avait une puissance de calcul d'à peu près 30 mégahash par seconde. Donc c'est l'équivalent de 30 millions de combinaisons testées par seconde, ce qui est beaucoup plus rapide qu'un être humain. Mais voilà, pour autant, si on compare avec un processeur haut de gamme de maintenant, voilà, on est à 700 millions de hash par seconde. On a fait, en 10 ans, on a fait multiplier les performances par 20, ce qui est déjà pas mal. Mais il faut savoir qu'actuellement, on peut aussi utiliser les cartes graphiques, les GPU dans les cartes graphiques, pour calculer les hash. Et là, on passe sur un autre ordre de grandeur. On passe voilà, plusieurs milliards de hash par seconde, ce qui commence à faire beaucoup. Ça, c'est pour une carte graphique voilà, un peu entrée de gamme, quelque chose que vous trouvez dans le commerce à 200 €. Et si vous tapez dans le haut du panier, vous allez monter jusqu'à 50 milliards de hash par seconde. Donc là, on voit déjà l'écart entre il y a 10 ans, on a complètement changé d'ordre de grandeur. Et en plus, voilà, il y en a qui s'amusent sur Internet aussi à mettre plusieurs cartes graphiques dans un même PC. Vous avez un exemple ici avec du coup 10 cartes graphiques sur le même PC pour générer voilà, 346 milliards de hash par seconde. Donc voilà, on monte encore une étape supérieure. Et comme c'est dans l'air du temps, on a aussi le cloud qui nous permet, on a des instances d'Amazon, par exemple, qui mettent à disposition donc des instances avec des GPU, un peu sur le même principe, hein, plusieurs GPU avec le même PC. Et là, ça monte jusqu'à 450 milliards de hash, voire même plus maintenant. Il y a Amazon qui propose de nouvelles versions encore plus puissantes. Et ça, cette valeur-là, c'est pour une instance, en sachant que tant que vous avez de l'argent, vous pouvez acheter des instances. Et la puissance de calcul étant linéaire, vous pouvez atteindre des valeurs assez intéressantes. Donc voilà, l'écart entre, rien qu'en 10 ans, on voit qu'on n'est plus du tout sur le même ordre de grandeur. Et du coup, ça pose quelques petites complications par rapport à ce qu'on connaissait à l'époque. Donc là, j'ai un exemple donc, avec l'algorithme MD5, qui est un algorithme un peu vieux, qui n'est plus vraiment recommandé maintenant, voire même plus du tout. Si je prends un mot de passe, on va dire d'une complexité moyenne il y a 10 ans, on a des majuscules, des minuscules, un caractère spécial. Donc en 2008, il vous fallait à peu près 240 ans pour essayer de retrouver le hash en testant toutes les combinaisons. Donc ça, c'était voilà, avec un seul processeur. Si vous en avez plusieurs, forcément, vous divisez le temps. Mais avant d'arriver à une valeur correcte, vous étiez plutôt tranquille. A contrario, voilà, maintenant, avec un GPU, la même valeur, en 54 jours, vous pouvez l'obtenir. Ce qui est déjà beaucoup plus inquiétant en termes de sécurité. Si on récupère un hash d'un mot de passe, et qu'en 54 jours, voire moins si vous avez 10 GPU, du coup c'est plus qu'une semaine pour retrouver le mot de passe, c'est un peu plus inquiétant en termes de sécurité. Et cerise sur le gâteau, avec le cloud, si vous avez de l'argent en 1 heure,
vous achetez plusieurs instances et puis ça le calcule pour vous, à condition voilà, de sortir 3500 $ environ pour l'opération. Et donc pour comparer, si je prends un autre algorithme qui est plus moderne et plus adapté, donc Scrypt, toujours le même mot de passe, en 2008, c'était juste infaisable. Il n'y avait pas assez de puissance de calcul pour pouvoir tester toutes les combinaisons. Et même à l'heure d'aujourd'hui, voilà, avec un GPU, vous en avez quand même pour 5000 ans. Donc à moins d'avoir une grosse ferme de serveurs chez vous avec plein de GPU, ça va vous occuper un moment. Et puis par contre sur le cloud, là en quelques jours, vous pouvez effectivement réussir à craquer le mot de passe. Par contre, il faut avoir un bon compte en banque, puisque vous en avez pour à peu près 170 millions de $. Donc, autant dire que voilà, vous avez intérêt d'avoir des informations très intéressantes à cacher pour que ça intéresse quelqu'un. Voilà, donc ça c'était pour montrer à quel point c'est important d'avoir un algorithme de hachage moderne. Mais il n'y a pas que ça qui fait la sécurité d'un mot de passe. Il y a bien évidemment sa complexité. Donc vous avez un petit exemple. Là, j'ai repris l'exemple de tout à l'heure. C'est pour... voilà, en face, c'est le temps qu'il faut pour calculer un mot de passe, enfin pour retrouver le mot de passe à partir d'un hash en MD5. Si vous avez un mot de passe tout simple, donc que des minuscules, 8 caractères, là on est vraiment sur des mots de passe très très faibles. Je parle vraiment que pour les attaques brute force, puisqu'il y a les attaques par dictionnaire. Si vous l'appelez password, il va vous le retrouver instantanément. Mais là, même en brute force, vous en avez quand même, vous en avez que pour 4 secondes pour le retrouver. On passe à 54 jours avec un mot de passe un peu plus compliqué, juste en rajoutant des majuscules et des caractères spéciaux. Ce qui est important de voir, c'est que vous n'avez pas forcément besoin de complexifier le mot de passe. Des fois, il y a juste la longueur du mot de passe qui peut être importante aussi. Pour le coup, on reprend password, on rajoute juste 3 caractères, et là, on passe de 54 jours à 19 ans. C'est déjà un peu plus raisonnable. Et puis, l'idéal étant autrement d'utiliser des mots de passe générés automatiquement avec des gestionnaires de mots de passe comme KeePass, LastPass, qui proposent ça de base. Et là, vous voyez qu'en prenant un mot de passe généré, vous en avez pour 454 milliards d'années. Bon courage pour essayer de le retrouver. Même avec beaucoup de processeurs, beaucoup d'argent, là vous êtes tranquille. Et, toujours pour insister sur le fait que c'est pas forcément la complexité du mot de passe en elle-même qui joue, mais c'est aussi la longueur. Vous avez un petit exemple bien connu, le Correct Horse Patrice Staple, qui lui met encore plus de temps. Donc là, je vous donne le chiffre, mais ça n'a plus vraiment de valeur. Il faut juste savoir que vous êtes tranquille avec des mots de passe comme ça contre les attaques en force brute. Et pour autant, il est quand même beaucoup plus simple à retenir que celui d'avant. Donc voilà, c'est des petites choses à retenir en ce qui concerne la complexité des mots de passe. Voilà, je vous ai noté 2-3 petites choses pour creuser un peu le sujet, à connaître. Vous avez le Stack Exchange cryptographie, c'est l'équivalent de Stack Overflow, mais pour la crypto, avec tout ce qu'il faut savoir sur les algorithmes de cryptage, la sécurisation des mots de passe. Vous avez aussi un petit outil sympa, le Password Hashtags, qui permet de calculer la complexité d'un mot de passe et puis de voir justement combien de temps, estime à peu près combien de temps il faut pour le craquer. Ça permet de tester des hypothèses et puis si vous avez besoin de définir des règles de sécurité pour une application ou même en interne, savoir qu'est-ce qui est utile de mettre, les combinaisons entre majuscules, minuscules, caractères spéciaux, les longueurs, à partir de quel moment ça n'a plus vraiment de sens de contraindre les utilisateurs à trouver des mots de passe à rallonge. Vous avez aussi Hashcat, ça c'est l'outil le plus connu pour retrouver justement les valeurs d'entrée à partir des hashes. Et vous avez aussi le guide de l'OWASP, qui est l'organisme qui donne les bonnes pratiques en matière de sécurité sur le web
pour avoir voilà, toutes les informations à connaître si vous avez besoin de stocker des mots de passe dans une application. C'est le petit guide, c'est rapide et c'est incontournable pour être au point là-dessus. Voilà, je vous remercie.